dans certaines âmes un vaste désert où retentit la voix de Dieu. Ainsi décrivait Honoré de Balzac. Chers amis, je tiens à inviter le vice-président de la Croix-Rouge provinciale de Kinshasa à me rejoindre autour de la table. Bonjour. Bonjour, monsieur Valéry. Merci. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 30 août. Et vous savez très bien que le 30 août, c'est la journée internationale des disparus. Une journée qui a été lancée par une association de veuves, surtout en Amérique latine, où ces mamans se plaignaient de disparitions forcées de leurs maris. C'est ainsi que les Nations Unies ont fini par transformer cette journée en convention et au passage, je dirais, les conventions que certains pays ont signées. Mais avant qu'on aille plus loin, laissez-moi d'abord vous présenter nos interlocuteurs, ceux avec qui on va échanger. Vous avez l'honorable Samba qui est là, qui va nous donner un point de vue sur les législatifs, si tel est le cas. Vous avez le professeur Balikate, je crois, si je ne prononce pas, si je prononce bien le nom. Balingate, voilà, j'ai failli confondre avec Alingate. Bon, qui va aussi nous donner un point de vue juridique, parce qu'il a aussi la casquette d'être avocat, et philosophique dans la société. Nous avons M. Stanley, que vous avez vu dans une de nos émissions, qui lui est un des responsables à la division urbaine dans cette belle province de Kinshasa, qui s'occupe des questions des cimetières et qui va aussi nous donner un avis confortable sur ce sujet. Nous avons les professeurs sociologues parce que les disparitions sont un fait sociétal. Alors il faut qu'on ait un point de vue de la sociologie dans la société d'où l'on vit. Comment on peut concevoir cela? Nous terminerons par deux frères qui ont un exemple à nous donner. Apollinaire et Simon, qui vous raconteront leur expérience avec les disparus. Sans plus tarder, je demanderai peut-être au vice-président de la Croix-Rouge, car n'oublions pas que chaque fois qu'il y a un problème qui se pose, la Croix-Rouge est toujours au premier plan. Vous avez vu la catastrophe qui s'est passée dernièrement en Haïti, c'est encore la Croix-Rouge. Les gens engloutis sous les immeubles, on cherche à les sauver. Est-ce qu'on les a retrouvés ou pas? Alors, monsieur le vice-président, vous qui êtes toujours en première ligne, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la création de cette journée par les Nations Unies? Merci, monsieur Valéry, pour nous avoir accordé la parole. À l'occasion de la journée internationale des disparus créée en 1983, instituée le 18 décembre 1982 par la Nations Unies, ayant été honorée par l'association sans but lucratif que nous citons Entre Terre et Ciel, ASBEL et TEC, en tant que première institution qui s'occupe effectivement de morts. La Croix-Rouge, comme organisation internationale humanitaire, où la RDC a ratifié la Convention de Genève, afin que la Croix-Rouge, à travers l'ordonnance du 1er mars 1961 du président Joseph Kasavubu, soit installée comme une société de secours volontaires et auxiliaire de pouvoir public dans notre pays, dans le domaine humanitaire. À ce titre, la Croix-Rouge s'est assignée comme mission la prévention des maladies, le soulagement des souffrances des populations vulnérables
et l'amélioration des conditions de vie sans distinction de race, de sexe, de religion et de l'appartenance politique. Depuis la création de la Croix-Rouge accompagne l'État congolais dans les secteurs de la santé, de l'éducation et de l'épanouissement social. À cet effet, dans le cadre du partenariat existant entre la Croix-Rouge et l'ASBEL ETEC, à travers cette journée réservée aux disparus, nous voulons que la vie humaine soit protégée. Dans le cadre de disparus, la Croix-Rouge de la RDC, à travers le Comité international de la Croix-Rouge que nous disons CICR, contribue aussi déjà au rétablissement des liens familiaux à travers le programme que nous disons RLF. Ce programme nous permet de récolter les informations des personnes disparues et de rechercher les siens pour les regrouper. Et à travers les CICR, la Croix-Rouge aussi cherche toujours à assister dans le cachot, les prisons, les personnes disparues qui ne sont pas à côté de leur famille. Voilà un peu de mots ce que la Croix-Rouge est et ce que la Croix-Rouge fait par rapport aux personnes disparues. Merci, cher vice-président. Mes chers amis, bon, ça c'est ce que fait la Croix-Rouge, que nous remercions très vivement. Mais j'aimerais rappeler, avant qu'on passe la parole aux uns et aux autres, que quand il s'agit de disparus, n'oublions pas une chose, qu'il y a quelque chose de pesant qui reste. C'est-à-dire, quand vous avez un chef de famille porté disparu, qu'est-ce qui se passe-t-il? La famille reste en souffrance. Ça, ce sont des points de vue qu'on verra avec nos amis philosophes et sociologues, qu'est-ce qu'on en pense dans la société. Parce que c'est pesant si le chef de famille n'est plus là, l'anxiété commence, la famille ne sait plus à quel sens se vouer, et tout cela, ça fait partie des problèmes, des souffrances après la disparition d'une personne. Chers amis, je me retourne vers l'honorable, je ne sais pas, vous qui êtes dans les hémicycles, parce qu'apparemment, la RDC n'a jamais ni signé, ni ratifié la convention sur les disparus de force. Jamais. J'ai une liste, j'ai essayé de fouiller. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Le texte, c'est toujours... N'allons pas faire un discours politique ici, nous allons aller dans les faits de société. Mais est-il qu'en tant qu'honorable, vous êtes là? Dites-nous un peu, qu'est-ce qui se passe à l'Assemblée? Nous n'avons jamais signé, nous n'avons jamais ratifié. Il n'y a pas de disparus forcés en RDC. Fort malheureusement, merci d'abord de votre invitation. Merci. Je suis un élu provincial. Chez nous, nous ne savons pas ratifier les traités internationaux. Très bien. Parce que c'est la loi qui les prévoit. Mais, qu'à cela ne tienne, je crois parmi nous, les élus, les collègues députés, sur le plan national, je crois qu'ils sont en train de voir dans quelle mesure il faut proposer des lois comme ça. Parce que, ou proposer aux membres du gouvernement, à l'exécutif national, de ratifier à ces traités. Parce que c'est important pour un pays. Nous ne pouvons pas imaginer que votre proche soit porté disparu et vous n'avez pas de nouvelles. Ce n'est pas seulement dans le cadre de la disparition par rapport à la mort. Mais même le président de la République a déploré qu'on devait fermer les cachots clandestins, parce qu'il y a des gens qui sont détenus dans des cachots clandestins, là où il n'est même pas assisté par des avocats. Même la famille sans nouvelles, ce n'est pas vraiment une chose à souhaiter. Et nous, députés, nous avons un rôle représentatif. C'est-à-dire nous représentons les peuples. Et celui qui est disparu, il est parmi les peuples que nous représentons.
Nous ne pouvons pas accepter que ça continue comme ça. Il faut que ça cesse. Et que les amis qui sont au niveau national arrivent à légiférer et pour qu'on ait la sécurité de nos proches. Très bien, merci. Je crois que les députés, tant provinciaux que nationaux, pourront s'approcher de la Croix-Rouge qui travaille dans ce domaine-là pour les aider à imaginer une loi. Parce qu'on renforce les textes, je connais, il doit y avoir une loi numéro 15 qui parle du respect des droits de l'homme et autres. Je ne sais pas, vous, maître, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que cette loi tient compte aussi des disparus forcés en RDC? S'il est un fait que, comme vous avez dit, que les législateurs ou l'État congolais n'auraient pas encore ratifié la convention consacrant cette journée du 30 août en journée dédiée aux disparus, mais si l'on fait un regard sur notre législation, effectivement la loi numéro 16008 du 15 juillet 2016 qui modifie et complète la loi numéro 87/010 du 1er août 1987 portant code de la famille. En fait, cette loi qui parle de personnes, outre les titres sur le mariage et tout ça, et cette loi réserve une part assez essentielle dans les chapitres consacrés effectivement à la personnalité, donc à la personne, l'identification de la personne. Eh bien, il y a un chapitre important sur la disparition. Donc, notre loi traite effectivement de cette question de la disparition. C'est là que sur le plan de droit, il y a une autre notion qui est corollaire à la notion de disparition, c'est la notion d'absence. Et souvent, on peut confondre l'une et l'autre. Je ne sais pas si on va revenir ou si je peux déjà entrer dans non, la matière. on pourra revenir parce que je vais donner la parole à notre ami Stanley, qui parfois peut-être, je dis bien peut-être, sont confrontés aux familles ne retrouvant pas les leurs et qui vont à la division urbaine pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire dans cet état-là. Peut-être qu'ils pourraient nous dire que peuvent faire les familles alors, qui ont des personnes disparues. Il n'y a pas que les disparitions, j'aimerais rappeler une chose, il n'y a pas que les disparitions politiques, il n'y en a pas que cela. La preuve en est que notre concept de la nécropole vous montre ici, nous avons 8 murs sur lesquels on peut placer des plaques commémoratives des disparus. Donc on arrivera là, parce que vous avez des disparus naufragés, des crashs d'avions et tout cela. Si vous êtes confronté à cela, quelle est votre appréciation? Merci beaucoup pour cette initiative qui éveille la conscience d'un chacun de nous. J'ai suivi religieusement l'honorable qui a reconnu qu'ils n'ont pas encore ratifié cette convention. Vraiment, si les gens se soucient moins de la journée du 1er août, je crois qu'il sera de bonne loi d'avoir quand même une idée sur la journée du 30 août. Les disparus dont on parle, il faut les définir sur 2 angles. Il y a ceux qui ont connu des crimes sociétals ou ceux qui sont assimilés à la mort. C'est pourquoi, quand il y a un disparu, surtout les gens moraux se soucient à cause des bienfaits de la personne. Généralement, avec notre génération, les matérialistes, eux se soucient bien que son père ou sa mère parte pour que lui
hérite de bien. des biens. Voilà, du point de vue société, ce que nous vivons. Et dans l'ensemble et dans la généralité, nous croyons que, et nous vivons que si quelqu'un a disparu ou est mort, c'est vraiment de la chagrin. C'est de l'inquiétude dans la famille. Et surtout, si c'est un jeune homme qui est mort, on octroie à lui plusieurs fonctions qu'il assumerait dans sa vie. Et pour le vieillard, c'est toute une bibliothèque qui part. C'est ça. Voilà, l'entendement est disparu à notre niveau. Je vais revenir. Très bien, merci. Je me retourne vers le professeur sociologue. Comme on venait de le dire, c'est un fait sociétal. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire dans la société? Comment on peut concevoir ce fait sociétal? Peut-on l'accepter comme tel? Ou doit-on toujours trouver quelque part des mains noires qui se cachent, qui tournent autour? Comme disait notre ami Sanlé, à la recherche de la richesse qui serait restée, qu'on prendrait. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci beaucoup, monsieur l'administrateur, une fois de plus pour l'invitation, surtout pour l'honneur que vous avez toujours fait au département de sociologie et anthropologie de l'Université pédagogique nationale et aux sociologues. J'aimerais ajouter à ce niveau que vous êtes, donc votre institution est la seule à connaître l'importance de la sociologie. Ça, il faut le souligner. Pourquoi? Parce que... Peut-être parce que nous sommes des sociologues aussi. Voilà, voilà. Parce que dans ce pays, toutes les questions qui sont traitées sont toujours d'ordre juridique. Il n'y a que les juristes, il n'y a que les avocats, il n'y a que les avocats, et dans tout et pour tout. Mais, heureusement pour nous, vous nous donnez l'opportunité de pouvoir nous exprimer. Merci. Voilà pourquoi nous vous remercions pour ça. La sociologie étudie la société. La sociologie étudie les faits et les phénomènes dans la société. Le concept, le vocable qui fait l'objet d'analyse maintenant fait partie de faits ou phénomènes des sociétés. Il va de soi que, en tant que sociologue, nous puissions nous intéresser à ça. J'aimerais souligner aussi, avant d'y arriver, à l'attention de nos étudiants sociologues, que la sociologie, ce n'est pas l'abstrait. La sociologie, c'est le concret. C'est-à-dire qu'un sociologue doit vivre l'événement sur terrain. Et c'est pourquoi ils vont vivre, ils vont trouver que nous sommes dans ce cadre de nécropole pour pouvoir palper du doigt la réalité du concept disparu. Et avant de pouvoir l'interpréter et l'expliquer. Cela soit dit, je viens de suivre les amis sur cette table. Chacun a donné son point de vue par rapport à son axe, à son domaine. Mais du point de vue sociologique, la disparition nous ramène au verbe disparaître. Disparaître veut dire quoi? Disparaître veut dire cesser d'être, cesser d'exister. Donc une personne cesse d'exister, donc il est disparu. Et de ce point de vue, tout de suite, c'est des questions qui se posent. Les gens commencent à s'inquiéter. Mais il est où? Il est où? C'est la première question. Et depuis quand? Est-ce qu'il va revenir? Alors, si à toutes ces questions et tant d'autres, on arrivait à trouver des solutions, de réponses, l'inquiétude va s'arrêter. Mais s'il n'y a pas de réponse, l'inquiétude va demeurer. Parce que si on sait que
il est porté disparu. Ah non, il a voyagé, il se trouve à tel endroit. Ah, là, on se retient. Mais si on dit qu'il est porté disparu, il est introuvable, un problème. Mais le plus grand problème, c'est le contexte de la complexité du concept de disparition. Vous l'avez dit, ça peut être une disparition politique, ça peut être une disparition physique ou sécuritaire, ça peut être une disparition économique ou commerciale, ça peut être une disparition culturelle. Mais ici, nous allons beaucoup plus, d'ailleurs les cas où nous sommes, nous allons beaucoup plus nous attarder sur la disparition physique de l'être humain. Sur le plan sociologique, quand on a perdu un être humain, c'est exactement le dysfonctionnement de la société, partant déjà de sa famille, parce qu'il y a des équilibres dans la famille. C'est qu'il soit parent lui-même, qu'il soit fils. Donc il y a toujours un dysfonctionnement qui doit être vécu tout de suite. Il y a désintégration de la famille ou de la société. Vous voyez, il y a des intégrations, il y a ce qu'on appelle modification même de la structure familiale. Vous voyez, donc nous sommes déjà structurés, nous savons que, regardez comment on nous a placés ici, nous sommes 3, 2. Il est déjà une habitude pour nous de vivre 3. Et nous savons que nous 3 ici, plus les autres, nous sommes une famille. Et ils sont une famille, vous êtes une famille. Et l'ensemble de ces familles constitue la société. Et quand l'un d'entre nous ici, dans un système, n'existe pas, alors il se pose un problème de dysfonctionnement. Donc, on se pose des questions, pourquoi nous étions au nombre de 8, maintenant nous sommes au nombre de 6. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est pourquoi dans nos sociétés traditionnelles, quand il y avait une personne qui disparaissait, c'est tout un problème. On doit chercher à consulter les esprits supérieurs pour savoir comment on a pu enregistrer cette disparition. Merci. On va y revenir encore, mais je me retourne vers, avant de voir avec nos amis qui sont là, qui seront peut-être ceux qui pourront donner une bonne conclusion, parce que ce serait un bel exemple. Je me retourne vers le vice-président de la Croix-Rouge. J'aimerais savoir un peu comment au niveau international vous arrivez à catégoriser les disparus. Parce que je me souviens bien que les Nations Unies n'ont fait que récupérer un combat qui était mené par les femmes en Amérique latine. Mais ce combat continue-t-il ou pas? Et vous, qu'est-ce que vous faites? Parce qu'ici, comme disait le professeur, dans la société, vous avez ce type de disparition où nous n'avons pas vraiment le combat politique à outrance dans notre pays. Les gens se battent peut-être pour des postes ministériels, mais pas pour des postes politiques comme tels, comme on les voit ailleurs, où les gens se soulèvent pour faire changer quelque chose. Alors, la Croix-Rouge, sur le plan international, vous catégorisez les disparus, on oublie les autres, qu'est-ce qui se passe? Merci pour la question. Pour la Croix-Rouge au niveau international, ces disparus sont catégorisés par... il y a d'abord des disparitions politiques, il y a des disparitions causées par des conflits armés ou les conflits non armés, et tout ça crée des disparitions. Et c'est comme ça que nous classons un peu de disparitions. Donc les gens qui sont disparus, soit par des raisons politiques, on cherche de voies et moyens comment les retrouver et on fait des visites dans des cachots, des prisons, tout ça pour essayer un peu d'identifier tous ces gens-là. Et les gens qui sont disparus par soit des conflits politiques ou des conflits armés ou non armés, et on essaie un peu de suivre un peu des traces de là où les gens sont partis pour essayer un peu de glisser un peu des documents où les gens peuvent s'identifier. Et moyennant ça, nous allons aussi envoyer là où il y a la sécurité pour un peu faire des messages que non, nous avons ça qui
est en train de chercher sa famille et par rapport à ça, nous récoltons aussi des données et qui permet que la Croix-Rouge puisse essayer de réunir la famille pour trouver les gens disparus. Voilà un peu un petit mot ce que nous pouvons parler par rapport à des disparitions. Mais si vous devez chercher les disparus par l'effet des armes de guerre, alors là, je vous souhaite bonne chance. Il y en aura tellement que je ne sais pas si vous allez les retrouver. Parce que les guerres, vous n'avez qu'à voir ce qui se passe en Afghanistan. Je ne parlerai même pas dans le nord du Mali et autres. Ça sont des disparus. Et pendant ce temps-là, cher honorable, bon, qu'est-ce que vous en pensez, vous, hein? Qu'est-ce que vous attendez pour qu'on arrive à mettre sur papier quelque chose pour que tout le monde s'y retrouve? C'est que moi je pouvais dire que il faudra qu'on arrive à... Ça doit devenir un combat de tout le monde, pas nécessairement des élus. Parce que si les politiciens ne tirent que la couverture de leur côté, tu vois tous les conflits qui sont sur terrain ici sont entretenus la majorité par les politiciens. Alors nous ne pouvons pas laisser le temps aux politiciens de faire tout ça. Nous sommes les représentants du peuple. Oh, les représentants du peuple ne sont pas des nous politiciens. Devons amener le peuple à... Ils sont aussi des politiciens. Pardon? Ils sont les représentants du peuple. Pas Ils tous. sont aussi des politiciens. Pas tous parce qu'il y a les élus qui viennent des sociétés civiles, hein, des sociétés civiles s'il vous plaît. Donc il faudra qu'on arrive à respecter l'opinion de chacun de nous. Parce que tout ça, surtout pour les conflits armés, c'est souvent sur les opinions. Les gens ne veulent pas que les autres disent le contraire de ce qu'ils pensent. Ce n'est pas bien. Ben, c'est ça que dit et la loi reconnaît la liberté d'opinion. Oui. Et comment... Ben oui, c'est ce que dit le vice-président. C'est aussi une difficulté parce que la démocratie, c'est une loi de la majorité. Les gens qui sont majoritaires non, voilà, moi faire passer des choses que vous ne pouvez pas imaginer. S'il vous plaît, j'arrive à ce problème. Cette situation qui entraîne d'autres problèmes, je venais de dire dans mon introduction, quand vous avez un parent, le chef de famille qui disparaît, vous savez ce qui se passe? Les droits de propriété ne peuvent pas être réglés parce que on n'a pas déclaré la disparition. Donc automatiquement, ce sont des biens qu'on ne saura même pas donner aux héritiers. Alors, les philosophes et les juristes que vous êtes, les députés, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que c'est un problème sociétal. Si les droits de propriété n'est pas réglé, cette famille souffrira longtemps. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pouvez suggérer? Oui. Bien, merci. Effectivement, moi, dans ma casquette de juriste, je me dois d'être quelque peu esclave de la loi. La préoccupation que vous soulevez est presque réglée par la loi. Lorsqu'il y a un cas de disparition, parce que comme je disais tout à l'heure qu'il faut distinguer entre l'absence et la disparition du point de vue de droit. L'absence, c'est un peu comme j'ai entendu, vous l'avez dit, le professeur sociologue l'a soulevé aussi. Lorsque une personne quitte sa résidence, son domicile, pendant plus ou moins 6 mois, sans donner de ses nouvelles, sans connaître de ses nouvelles, et sans qu'il n'ait pu constituer un mandataire général pour ses biens par rapport à votre préoccupation, sur le plan de droit, là, nous sommes encore en train de parler de l'absence. Mais ce qui nous préoccupe maintenant, c'est la question des disparitions. Cette question, comme je disais, est aussi réglée par la loi. Eh bien, lorsque une personne est partie
Et on n'a plus de ces nouvelles, mais alors lorsque sa mort est presque, en fait, certaine, Mais ou la mort est quasi certaine, Mais, maître, qui va déclarer? j'en arrive. Si, évidemment, comme on a dit ici, les cas de disparition dans les naufrages, dans les calamités, les crashs d'avion, et donc, comme la personne est effectivement décédée, on est sûr qu'il est décédé, on est certain, mais malheureusement, on ne retrouve pas son corps. C'est à ces moments-là que, du point de vue de droit, on parle de disparition. Et la loi prévoit, au terme des articles 142, 43 jusqu'à 174 de la loi portant code de la famille, pour des cas des individus, de disparition physique, comme on a dit, si c'est une personne, le tribunal de grande instance de sa résidence est compétent pour déclarer que la personne sa est disparition. portée Et donc, disparue. ce sont ses héritiers, ses ayants droit qui peuvent aller faire la déclaration de disparition, comme nous le disons, lorsque on est sûr que la personne est décédée, mais comme le corps n'a pas été retrouvé dans le cas de crash, de naufrage, dernièrement avec l'éruption volcanique, ou même dans les cas de conflits armés, si effectivement il y a eu fusillade, on a retrouvé quelques corps, mais d'autres n'ont pas été retrouvés, mais on est sûr que les personnes sont décédées. On déclare leur décès, en fait leur disparition, leur décès. D'après la loi, c'est en ayant les 6 mois. Mais si la personne réapparaît après 1 an, on suppose que la personne est partie à la recherche de la richesse quelque part, plus de nouvelles, et puis on va déclarer au tribunal de grande instance que nous n'avons plus de nouvelles de Joseph, et on déclare que Joseph est mort, et 8 mois après ou 2 ans après, Joseph réapparaît. Qu'en sera-t-il à ce moment-là? Tout à fait. Je disais déjà qu'il y avait cette petite confusion entre absence et disparition. Pour les cas d'absence, il y a quand même une certitude que la personne est en vie. Mais on n'a plus de ces nouvelles. Comme vous dites, il serait parti pour la recherche de la vie, dans les affaires, ainsi de suite. Mais en tout cas, on n'a pas perdu l'espoir qu'il soit vivant et qui revienne. Là, il s'agit de l'absence. Mais les cas de disparition, c'est vraiment dans des cas de calamités telles que la personne n'est plus en vie, mais seulement on n'a pas retrouvé son corps. C'est à ce moment-là qu'on parle de disparition et on déclare la disparition devant le tribunal de grande instance de la résidence ou du domicile. Monsieur Salé, que prévoit la division urbaine dans ce cas-là? Il y a un dispositif prévu ou bien on laisse la justice faire son travail et puis vous gérez les cimetières, c'est ça? Oui. Nous prévoyons quand il y a un disparu, tel que le cas de naufrage, il y a quand même les manifestes qui attestent que la personne a emprunté soit un baleinière, soit le bateau. En ce moment-là, le capitaine qui a les manifestes vient déclarer au cimetière que j'avais autant de voyageurs dans mon engin et tel a disparu. Nous avons essayé de voir son corps, mais nous n'avons pas pu. En ce moment-là, il devient le déclarant au niveau des cimetières. Et c'est ça. Avec sa déclaration, nous l'acceptons comme tel et nous l'enterrons. Non, vous l'enterrez d'une manière imaginaire parce que la personne naufragée, disparue, on n'a pas retrouvé le corps, sauf certains corps que parfois la Croix-Rouge retrouve, on peut comprendre. Mais si on n'a pas retrouvé le corps, vous déclarez que la personne est portée disparue par naufrage. Et à ce moment-là, la famille peut faire son deuil. Tout à fait. Nous faisons de même. Si le corps a été retrouvé, en ce moment-là, qui parlerait du disparu? C'est sa famille qui est de l'autre côté, qui l'a laissé là-bas.
là où il a commencé son voyage. Arrivé ici, il n'a pas atteint l'objectif et subitement, en route, il est disparu. En ce moment-là, on peut autoriser la famille à organiser ses obsèques, soit avec une photo, soit... On atteste la disparition. On atteste la disparition. Mais est-ce que... Je reviens encore là-dessus, cher professeur. Est-ce que dans la société, on peut facilement accepter? Parce que tout ce que nous disons, c'est beau. Mais est-ce que dans la société, on peut accepter que, voilà, la personne est portée disparue? Ok, acceptons-le. Ou bien, on va chercher des voyants, je ne sais quoi, pour essayer de savoir si la personne n'a pas pris un avion à partir d'un autre pays. Parce que moi, des fois, on me dit, il y a eu naufrage, mais attention, ces gens-là sont des spécialistes de nage. Dès qu'il y a naufrage, ils peuvent sortir à 50 km ou pas. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce plan-là? Avant qu'on écoute nos amis, on saura pourquoi ils sont venus. Merci. Nous avons dit, et puis les autres amis l'ont déjà dit, il est toujours difficile d'accepter de perdre un être cher. Et les bouddhistes ont des principes. Par exemple, ils disent la disparition de la personne qu'on aime est douleur. La disparition avec la personne qu'on n'aime pas est douleur. Donc, vous n'aimez pas la personne, mais les jours où cette personne vous dit non, il n'est pas là, alors vous, ça vous fait mal. Vous aimez la personne, les jours où la personne vous quitte, ça vous fait mal. Donc, il est difficile, dans un cas ou dans l'autre, de pouvoir accepter, de supporter vraiment la disparition d'un autre. Ça veut dire que les individus, d'une manière ou d'une autre, s'aiment beaucoup. Ils entretiennent vraiment une relation, dans le cas ou dans l'autre, qui ne veulent pas que cette relation cesse. Ça peut être en contradiction ou en harmonie, mais au moins que cette relation existe. Mais les jours où cette relation cesse, c'est difficile, c'est un problème. C'est comme je l'ai dit au départ, dans les cas de famille, mais déséquilibre de la famille, désespoir, désorganisation, déstructuration de la famille, les changements même psychosomatiques qui arrivent. Donc c'est un problème. Il est difficile de pouvoir accepter la disparition d'un être cher ou d'un être qu'on connaît. Très bien, merci. Chers amis, vous savez, on le dit, on ne le dira jamais assez. À la nécropole, nous avons introduit des concepts nouveaux. Vous avez les mémorials des disparus et vous avez les columbariums, plus loin là, des casiers qui sont là, pour que les familles comprennent que dans toute société et autres, il y a des gens qui peuvent, dans leur testament, dire « à ma mort, je dois être incinéré ». Ce qui est déjà pas acceptable dans nos sociétés, parce que parler de l'incinération, on vous traite déjà de sorciers, vous voulez faire quoi avec les cendres de la personne, y compris les disparus. Et nous avons associé à cette convention le thème des disparus, toute disparition non retrouvée, sans pour autant que ce soit la vraie définition des Nations Unies. Parce que moi, excusez-moi, ça c'est mon point de vue seul, mais les Nations Unies, ils ne font que ce que bon leur semble. C'est à leur niveau. Mais ils oublient que dans un village, dans le fin fond d'un village en RDC, quelqu'un peut être parti à la chasse et puis on ne les retrouve plus, il a une balle perdue et les autres ont fui, on l'a laissé, ainsi de suite. Mais la personne a disparu. Donc c'est cette notion-là que nous avons intégrée dans notre
philosophie et dans notre concept. C'est pour ça que nous avons fait venir deux frères qui vont nous parler, après avoir entendu tout ce qui se dit ici juridiquement, philosophiquement, sociologiquement. Qu'est-ce qui vous amène ici? Comment êtes-vous venu ici? Simon Apollinaire, vous avez la parole. En fait, un certain jour de 1989, nous avons perdu, c'est l'historique au fait, hein, nous avons perdu notre frère, un grand frère. Et comme on fait tous les processus de funérailles, à l'époque, c'était au cimetière de Kinsuka qu'on l'avait enterré. 32 ans après, Kinsuka, je ne sais pas par quelle magie le cimetière a été désaffecté. Nous avons vu des lotissements pousser, pratiquement tous ceux qui ont enterré des personnes, ils les ont perdus une deuxième fois. Donc ils ne peuvent pas retrouver trace de leur inhumation. Alors on était très tourmentés. On était très tourmentés à telle sorte que nous voulons savoir qu'est-ce qui peut nous aider dans le futur pour faire un recueillement pour notre frère disparu. Alors, on s'est renseigné, de bouche à oreille, Apollinaire, quelqu'un dit, va un peu contacter les bureaux de la nécropole. En dehors des inhumations telles que nous les connaissons, il y a d'autres services qu'on organise. Alors, Apollinaire s'est rendu à vos bureaux au niveau de Forescom. C'est là qu'on apprendra que pour pérenniser la mémoire de votre frère, vous pouvez faire une plaquette sur lequel un espace qu'on va vous accorder, bien sûr. Et puis, de temps en temps, les jours de mort ou les jours où vous souhaitez vous y rendre, vous pouvez le faire facilement. Alors, on s'est engagé dans la démarche. Quand on s'est engagé dans la démarche, il s'est avéré... Quel jour on est venu ici? Je ne me rappelle pas. Alors, les jours là où on est venu, la nécropole nous a presque réorganisé, disons, une deuxième cérémonie de funérailles. Évidemment, cette fois-là, sans la présence physique du disparu passé. C'était une réanimation, si vous voulez dire. Et d'où je voulais dire ceci, ce n'est ni un appel, mais plutôt je voulais dire que des mémoires, ce cimetière où c'est votre Asbel, c'est le seul ou la seule qui fait comme ce qu'il y a de meilleur qui existe ailleurs en RDC. C'est la première fois qu'on retrouve des cimetières avec des avenues, des cimetières avec une organisation aussi, peut-être pas parfaite, mais il faut le dire, ça n'a jamais existé avant. Donc, c'est une raison de plus pour nous, en ce jour du 30 août, de venir dire aux frères qui ont été frappés comme nous. Parce qu'à Kinsuka, où on avait inhumé notre frère, ce n'était pas un lieu où on n'était pas les seuls. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a nombreux aussi d'entre eux qui sont dans les chagrins pour savoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour un jour qu'ils se retrouvent en face, dans un espace pour se recueillir, pour honorer la mémoire de leur. Donc, ils peuvent venir chez vous, et comme nous l'avons fait, c'est dont nous vous remercions d'ailleurs. Je crois que c'est ce témoignage que nous voulions un peu partager avec ceux qui nous regardent ou ceux qui nous suivent, pour dire que si vous perdez quelqu'un et que vous n'avez plus de traces, et vous disparaît comme on l'a décrypté ici en termes généraux, c'est-à-dire que disparaît dans la mer, disparaît dans la guerre, mais vous voulez vous recueillir une journée de souvenir en mémoire de celui qui est disparu. La nécropole est bien placée, comme il nous a aidés, il aidera tout un chacun qui voudrait souscrire à sa démarche. Merci bien. Apollinaire, vous avez ajouté, il a presque tout dit. Bon, merci. De toutes les façons, comme on l'a dit, ce sont des concepts nouveaux dans notre société, et en espérant que les familles finiront par s'y adapter. Alors, comme toute bonne chose a toujours sa fin, je vais laisser à chacun d'entre vous une seconde de conclusion, que chacun dise son dernier mot, et après la nécropole, j'inviterai notre chef d'agence
au nom du président de notre conseil d'administration et de toute l'équipe de la nécropole, déposera la gerbe de fleurs au mémorial des disparus. Là, vous avez mis votre plaque et c'est là, à l'honneur de votre frère disparu et de tous les disparus, que ce soit par armée, par force ou non retrouvés, que nous fêtons en ce 30 août. Monsieur le vice-président. La Croix-Rouge de la ville de Kinshasa remercie vraiment très sincèrement le partenariat qui est entre la Croix-Rouge et l'ASBEL ETEC. Merci. Et vraiment, nous sommes très flattés à nous inviter à prendre part à cette cérémonie du 30 août au nom de Dispari, dont nous aussi nous sommes dedans à travers certains programmes. Une fois de plus, nous vous remercions. Merci bien. Honorable. Moi, je suis plutôt flatté. Je suis plutôt flatté parce que c'est un motif de soulagement pour moi. L'initiative vient de ma circonscription électorale. Je suis élu de l'Antsélé et les décisions se trouvent en Antsélé. C'est-à-dire qu'on nous appelait les banlieues, mais ça crée maintenant une attraction, c'est-à-dire que les gens quittent la ville pour venir retrouver ce qui n'existait pas au Congo. Je ne peux que vous jeter des fleurs parce que je sais que la ville de Kinshasa vous accompagne, mais pour moi c'est un motif de fierté. Merci. Merci bien. Professeur. Une fois de plus, très flatté, surtout avec le témoignage de notre ami Simon. Et je suis donc très ravi et content de savoir que avec ces nouveaux concepts de mémorial de disparus, je suis en train de craindre, ça c'est vraiment un point de vue tout à fait personnel, vous me le permettez. Je l'avais dit en aparté l'autre fois à notre ami Stanley, les cimetières aujourd'hui à Kinshasa sont vraiment devenus des lieux, surtout ceux publics, sont devenus des lieux, je ne sais pas comment qualifier. Et comme M. Simon l'a dit, il est des gens qu'on a enterrés dans beaucoup de cimetières, Kinko, comment on appelle, Kimbanseke, ici, le cimetière après l'aéroport là, où moi-même personnellement, Mikonga, j'ai enterré ma mère en 2012, en avril, mais quand je vais là-bas le 1er août, il y a des maisons érigées aux côtés des tombes. Déjà à Mikonga aujourd'hui. C'est vraiment pénible. Au-delà de cette désolation que cette situation crée, nous sommes réconfortés, sachant qu'on pourrait venir placer une plaque ici. C'est vraiment un honneur davantage. Merci. Ne vous en faites pas, les autorités sont bien informées et ils comprendront cela, ne vous en faites pas. C'est pour ça que Stanley, qui est dans ce domaine au niveau de la division urbaine, peut vous en dire quelque chose. Merci beaucoup. En tout cas, je voulais fixer l'opinion des Kinois que le cimetière de Kintsuka a été déclaré saturé et non désaffecté. Tous ceux qui construisent là-bas sont des profanateurs. Ce sont des constructions anarchiques. Pour qu'un cimetière soit désaffecté, il faut que le dernier enterré ait atteint 50 ans. Alors qu'à Kinshasa, on enterre même aujourd'hui. Comment ce cimetière peut être désaffecté? De même que le cimetière de Mikonga qui venait de citer les prophéties. Ça a été fermé aux enterrements et non désaffecté. Vraiment, tout ce que nous pouvons dire, que nous avons acquis une habitude de profaner les cimetières. Ce qui n'est pas bon, ça doit être une interpellation aux Kinois. Je suis à côté de l'honorable que je flatte d'ailleurs. Il faut que nos textes sur les inhumations soient adaptés. Nous avons des textes qui datent de 1950, 1940. Non, 1914. 14. Voilà, il n'y a plus de gouverneur général. Oui. À quelle fonction correspond C'est là aujourd'hui. Vraiment,
Je serai flatté puisque l'honorable a déjà de la matière. Ouais. Et c'est surtout cette journée du 30 août qui est dans les oubliettes. D'ailleurs, pas oubliettes, qui est méconnue à la population. Bien sûr. C'est à cette occasion que je vais remercier la nécropole, l'ETEC plutôt, pour relever ou bien susciter à nos législateurs une matière s'ils n'avaient pas dans leur intelligence, qu'ils puissent. Nous sommes tous disposés. Nous sommes tous disposés à travailler avec eux s'ils veulent bien. Voilà. Merci. Professeur. Merci. Comme mot de la fin, je vais vous remercier pour l'initiative. Je pense que c'est une nouvelle culture. Nécropole apparaît comme une nouveauté, mais Nécropole est en train d'avancer de plus en plus dans l'innovation en cette matière. Parce que on ne peut pas, c'est une nouvelle culture parce que on ne peut pas comprendre aujourd'hui que, on vient de le dire, on vient de citer les différents cimetières, que nos disparus puissent disparaître pour la seconde fois. Alors ça devient compliqué et Nécropole dit bon, malgré qu'il y a de disparus, pour la deuxième fois, je veux encore qu'ils puissent être réanimés. Alors donc ça dit que c'est une ouverture, c'est une nouvelle culture. Il faut que Nécropole, je ne sais pas, le partenariat avec l'État, il faut que l'État peut-être arrive à vous soutenir. Pourquoi pas, hein, sinon, c'est vraiment une valeur. Nous avons fait la dernière fois l'émission sur le monde visible et le monde invisible. Mais Nécropole est en train de mettre l'accent sur le monde invisible et nous faire vivre, nous donner l'espoir que les morts, effectivement, ne sont pas morts. Non, ça c'est sûr, on le dit souvent. Je termine souvent. par là. Oui, merci beaucoup. Mais Apollinaire va dire quand même quelque chose, ça c'est sûr, qu'il a quelque chose à dire. Et on va terminer par Apollinaire et à ce moment-là, je vous inviterai tous, on va aller pour déposer la gerbe de fleurs. Moi, je ne peux que vous remercier pour ces gestes-là. Bon, nous sommes vraiment fiers de l'ETEC, puisqu'on était vraiment tourmentés. La famille parlait, qu'est-ce qu'on pouvait faire. Donc, il n'y avait pas de solution, mais je me suis renseigné jusqu'à ce que je suis tombé dans la bonne. Très bien, merci. Alors, chers amis, merci beaucoup d'avoir participé à ce magazine. Il y en aura d'autres sur d'autres plans parce que notre structure entre terre et ciel, je dis bien entre terre et ciel parce que les journalistes confondent toujours et ils parlent de entre ciel et terre. Mais ça, c'est leur affaire. S'ils veulent entrer dans la médiocrité, c'est pourquoi ils quittent le ciel, ils vont dans la médiocrité. Mais nous, nous quittons la médiocrité, nous montons, nous cherchons l'excellence. C'est pourquoi nous disons entre terre et ciel. Parce que nous devons nous élever, élever la conscience, rechercher l'excellence. Donc, on ne peut que vous remercier. Et au sein de Entre Terre et Ciel, nous avons cette structure, ETEC Média, qui réalise tout ça. C'est nous-mêmes qui réalisons dans l'intérêt des familles, tout comme toutes les cérémonies que nous faisons. Nous disons toujours que tous nos textes sont à la disposition des familles. Mais malheureusement, il y a ceux qui disent qu'il faut couper le poing avec les morts, ils tournent les dos. Bon, et puis après, ils viendront rechercher le corps, nous ne retrouverons même plus la sépulture. Donc, merci, merci à tous, merci à l'équipe ETEC, merci à la Croix-Rouge. Ça fait plaisir de voir votre vice-président ici. Et c'est la bonne collaboration que nous avons avec vous, ainsi qu'avec l'hôtel de ville, représenté par M. Sanlé ici, et puis maintenant les parlementaires provinciaux. Merci. Rejoins-nous et abonne-toi à Focus Magazine TV.